Excellent week-end à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle édition de l'information sur nos antennes. Débutons ce journal par la 115e traditionnelle réunion du Conseil de ministres présidée par les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine avec le membre du gouvernement. Sa communication a essentiellement porté sur 4 axes prioritaires, notamment sa participation à la session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, sa mission d'itinérance effectuée très récemment dans le Grand Katanga et bien d'autres. Voici ces comptes rendus de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. La communication du président de la République, chef de l'État, portait sur 4 points principaux, à savoir 1. De sa participation à la 78e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies à New York. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur son itinérance dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Le président de la République est revenu sur sa mission d'itinérance qu'il a effectuée du 1er au 7 octobre 2023 dans la province du Haut-Katanga, puis celle du Lualaba, afin de s'enquérir et d'évaluer les niveaux d'exécution des politiques publiques sectorielles, notamment celles articulées à travers le programme de développement local de 145 territoires dans les domaines liés aux infrastructures, à l'éducation, à la santé, ceux relatifs à la desserte en eau et en électricité, ainsi qu'à l'industrie minière. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur les conclusions de la visite du Fonds monétaire international en vue des préparatifs de la 5e revue. Le président de la République a terminé sa communication en évoquant les naufrages des embarcations sur les réseaux fluviaux et lacustres. Le président de la République a engagé le gouvernement à capitaliser les fleuves Congo et les rivières comme le prolongement des routes afin de couvrir tous les territoires nationaux, d'où la nécessité de tout mettre en œuvre pour éviter des naufrages des embarcations avec des lourds bilans humains et matériels, dont les causes principales sont notamment la surcharge de passagers et des marchandises, les mauvais balisages de voies navigables, la navigation nocturne ainsi que la non-conformité des embarcations à la réglementation en la matière. En ce qui concerne le point d'information, compléta son collègue de l'Intérieur, le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, a présenté au Conseil l'évolution de la situation sécuritaire en RDC et dans la partie orientale du pays. Suivez. En complément au vice-ministre de l'Intérieur, représentant le vice-premier ministre de l'Intérieur en mission, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a porté à la connaissance du Conseil la situation sécuritaire qui demeure calme, excepté dans les zones de la partie est du pays où se déroulent des opérations contre les forces négatives. À l'ouest du pays, les insurgés Mobondo, traqués par les forces de défense et de sécurité dans la province de Maïndombe, tentent de se regrouper dans les territoires de Kenge-Popo-Kabaka, voisins du Congo central, où ils s'infiltrent par les territoires de Kimvula. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a rassuré que nos forces armées demeurent déterminées dans leur engagement à poursuivre l'effort de pacification de ces parties du territoire national. Invitée à prendre part à cette importante réunion du Conseil des ministres, la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Mme Kabedi Malango, a peint les tableaux de la situation du franc congolais sur le marché de biens et services. Retrouvez une fois de plus Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Évolution de la situation récente sur le marché d'échange ainsi que de biens et services. Invitée au Conseil des ministres de ce jour, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a présenté l'évolution de la situation récente sur le marché d'échange ainsi que celui de biens et services. Elle a indiqué que l'économie congolaise continue de tirer profit de mesures de stabilisation mises en œuvre depuis la mi-juillet 2023, se traduisant par les ralentissements du rythme de formation des prix intérieurs et la dépréciation monétaire. En rythme hebdomadaire, les cours mondiaux des produits intéressant l'économie congolaise se sont inscrits en baisse. C'est le cas du pétrole dont le baril a connu un recul de 9,19% et de la tonne du cuivre qui a reculé de 1,96%. Le processus de désinflation, quant à lui,
se poursuit et se consolide en ces débuts du mois d'octobre. En effet, l'inflation hebdomadaire a ralenti de 0,10% au cours de la première semaine contre 0,1% la semaine précédente, portant le cumul annuel à 18,2%. Le marché des changes a été marqué par des légères dépréciations de la monnaie nationale, des 0,5% et 0,4%, respectivement à l'indicatif et au parallèle, situant les taux des niveaux respectifs de 2567 francs congolais et 2547,92 CDF le dollar américain. Revenons sur le discours à la nation du chef de l'État, les garants de la paix et du bon fonctionnement des institutions. Le jeudi 12 octobre dernier, au cours de son message, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a opté pour un allègement progressif et graduel de l'état des sièges dans l'Ituri et dans le Nord Kivu en vue de préserver l'intégrité territoriale. Suivez. Le 3 mai 2021, face aux menaces graves pesant sur l'intégrité de notre territoire et à l'insécurité récurrente vécue par nos populations de l'Est du pays depuis 3 décennies, je proclamais l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. En effet, conformément à mes prérogatives consacrées par les articles 69, 85, 144 et 145 de la Constitution, je recourais à ce dispositif exceptionnel de gouvernance afin de répondre de la manière la plus appropriée et la plus adaptée à cette situation, en ce particulièrement dans la nature des actions à entreprendre dans ces zones opérationnelles où les ennemis de la paix devaient de toute urgence être affrontés et l'autorité de l'État restaurée. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Il demeurait limpide que la mise en œuvre de ce dispositif s'accompagnerait d'un régime restrictif des libertés publiques, non sans incidence sur le mode de vie habituel de nos populations, immédiatement sensibilisées à consentir à d'importants sacrifices en guise de soutien patriotique à cette lutte pour la survie de notre nation. C'est pourquoi, 2 années et 4 mois après l'entrée en vigueur de ce régime d'exception aux conséquences tout aussi exceptionnelles sur le quotidien des populations sur terrain, et à la suite de plusieurs rencontres avec des sénateurs, les députés nationaux et les députés issus des 2 provinces, ainsi que des rapports de mission d'évaluation effectués par le Premier ministre, j'apercevais clairement le besoin d'une réflexion approfondie impliquant tous les acteurs concernés sur la question en vue d'obtenir les recommandations les mieux indiquées au sujet de la situation juridico-politique rencontrée dans ces 2 provinces. Et la société civile congolaise de Boulenguera dans la ville de Butembo a réagi juste après cette adresse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, sur l'allègement progressif et graduel de l'état des sièges dans les 2 provinces concernées. Elle exige un audit financier auprès des animateurs militaires car cette dernière n'est pas content sur les décisions du président de la République. Suivez ces détails. Quelques heures après l'adresse du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à la nation congolaise le jeudi 12 octobre dernier, la société civile de Butembo au Nord Kivu n'a pas tardé à exprimer son mécontentement sur les décisions du président de la République sur l'état des sièges au Nord Kivu et en Ituri. En effet, la société civile de Boulenguera dans la ville de Butembo exige un audit financier auprès de responsables militaires. Selon le président de cette structure citoyenne, la demande de la population de ces 2 provinces est juste simple et unique. Cette population, notamment de provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, qui n'attendent que la levée de cette mesure exceptionnelle, car elle a lamentablement monté ses limites. Et pour John Camera, chef de cette structure, il est visiblement insatisfait et qu'il est déplorable que l'autorité suprême de la RDC n'a pas été explicite dans son allocution. Signalons que pour la société civile de Butembo, les chefs de l'État n'a pas précisé les entités qui sont concernées par ces dits allègements de l'état des sièges.
Cependant, le président Félix Tshisekedi n'a pas dit à quel moment les autorités civiles vont-ils prendre la gestion de ces entités territoriales et décentralisées. Ces derniers a conclu pour dire que l'inspection générale des finances devrait mener un audit financier auprès des chefs militaires qui ont été à la gestion de cet état de siège au cours de ces 2 années afin de savoir comment l'argent perçu aux contribuables a été géré. Concernant cette décision prise par les chefs de l'État, pour sa part, Kapres Kiwaka estime qu'il n'y a aucune importance dans le fond de l'adresse du président de la République et formule de recommandation de procéder à la levée de l'état de siège décrété dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Regardez. Non, mais la position du parti politique Nouvel Élan, cher au président camarade Adolphe Muzito, cela ne change nullement. Parce que nous avons dit que la souveraineté d'un État appartient justement au peuple, c'est l'exclusivité du peuple. Donc à partir de cet élément qui nous permet justement de concentrer beaucoup d'énergie, de consolider notre armée pour nous permettre d'avoir une armée dissuasive et républicaine. Donc aujourd'hui, notre salut et notre affaire à nous, nous supposons que notre salut viendra du niveau et la capacité de notre armée de mettre en déroute les velléités de M. Kagame et ses supplétifs. Donc aujourd'hui, nous restons dans notre ligne de mire, croire qu'il faut assez d'énergie pour l'armée, il faut assez d'énergie pour la consolidation effective de nos services de sécurité, la diplomatie, etc. Donc, les discours tenus hier par M. Félix Tshisekedi, c'est dans le cadre des us et coutumes, lorsqu'il sent qu'il y a nécessité justement de communiquer, de faire une adresse au peuple. Je crois que c'est de très bonnes lois, c'est d'ailleurs scellé dans nos lois, etc. Mais maintenant, le problème qui se pose aujourd'hui, quel est le fond, la qualité, etc. de ces discours? Est-ce que ces discours a effectivement corroboré avec l'assentiment de la population? Poursuivons ce journal par l'exercice de redevabilité du gouvernement de la République lors du briefing conjoint entre le ministre de la Communication et Médias et la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine sur la politique culturelle en RDC. Patrick Mouyaya affirmait que le gouvernement de la République note les désarrois du Rwanda contre les forces loyalistes de la RDC, le Wazalendo. Voici cet extrait choisi par votre rédaction. C'est les pyromanes qui crient aux sapeurs-pompiers. Parce que ceux qui parlent de massacre de la communauté Tutsi, c'est les Rwandais. On a vu tous leur renfort médiatique avec leur armée numérique. Généralement, quand ils procèdent comme ça, c'est parce qu'eux, ils ont prévu de commettre de massacres, le faire porter sur le jeune patriote et trouver un prétexte pour intervenir. Nous connaissons les modus operandi. Je rappelle ce que j'avais dit hier et qui doit être bien noté. C'est que toutes les communautés congolaises sont meurtries par ce qui se passe. Nous avions une fois, avec mon collègue Alexis Guissaro ici, parlé de cette question. Et donc, la stratégie rwandaise, c'est justement une stratégie de stigmatisation de cette communauté pour qu'ils s'en servent, comme ils ont l'habitude de s'en servir depuis une trentaine d'années. Mais ce narratif est un narratif d'une autre époque. Aujourd'hui, nous notons leur désarroi face justement à cette action menée par nos jeunes compatriotes et ils font de leur mieux justement pour chercher un prétexte, quoi qu'il en soit, pour nous diaboliser, etc. La question, elle est bien comprise et comptez sur nous, vous savez que nous sommes sur différents fronts pour que la question puisse être résolue. Prenons la parole à son tour, Madame la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Katungu-Fura, a fait le point sur l'identité culturelle de la RDC avant la rumba congolaise reconnue comme patrimoine immatériel à l'UNESCO et la reconnaissance de cette date historique de l'héritage culturel dédié à Franco Luambo Makiadi. Voici cet extrait choisi par votre rédaction. Luambo Makiadi nous a quittés, ça fait 34 ans.
mais nous ne pouvons pas l'oublier, nous lui rendons hommage en ces jours. J'ai préparé un discours qui a circulé pratiquement toute la journée. C'était pour rappeler que lorsque nous avons eu l'occasion d'avoir la rumba comme patrimoine, nous avons à notre niveau mis en place un calendrier dans lequel nous avons mis en valeur les paroliers de notre pays. Et Luambo Makiadi étant un grand parolier, un moraliste, un moralisateur, si je peux me permettre le terme, ces grands guitaristes avec des quintes que personne d'autre n'a su faire, doit rester dans notre mémoire. Celui-ci qui a travaillé avec d'autres précurseurs de la rumba, nous lui avons, pas nous, mais le monde, lui a reconnu beaucoup de termes de temporalité dans ses œuvres. Et j'ai vu aujourd'hui beaucoup de gens dédier la chanson Mario, que le monde entier a repris. Beaucoup de gens l'ont étudié, donc une façon de dire que Mario est cette chanson qui nous rappelle Luambo Makiadi, ces moralisateurs qui nous demandent à la responsabilité. Et pendant cette période où nous avons reçu l'ordre du président de la République d'organiser le forum de la culture dans notre pays, en procédant par une sorte de réconciliation des artistes, Luambo Makiadi et Tabouley avait consacré cela dans une grande chanson que vous connaissez très bien, Lisanga Yabanganga. À l'éducation, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, s'oppose au programme des défilés des élèves à l'esplanade du Palais du Peuple le 19 octobre prochain à l'occasion du journée instituée à l'église des Réveils avec un montant de 2000 francs par élève. À ce titre, les patrons de l'éducation nationale instruisent l'église des Réveils du Congo en sa qualité des signataires de la convention de gestion des établissements scolaires publics de respecter les calendriers scolaires ainsi que d'autres normes régissant l'enseignement national. Le commentaire est signé Patrick John Mukengichei. Le ministre Tony Mwaba Kazadi reste catégorique et tape du poing sur la table. C'est dans une décision institutionnelle numéro 0099-ERC-PEG-RL-CAB-CN-2023 du 20 septembre 2023 de l'évêque Dodo Kamba ayant pour objet l'institution d'une journée de l'église de réveil du Congo prévoit à la date du 19 octobre 2023 un défilé des élèves qui aura lieu à l'esplanade du Palais du Peuple moyennant une participation de 2000 francs congolais par élève. De ces faits, le ministre de l'EPST saisit le représentant légal de l'église du Réveil au Congo, l'évêque Dodo Kamba, par une correspondance du 12 octobre 2023 de son secrétaire général, Christine Nepa, qui réagit en rappelant au regard de la législation scolaire en vigueur en République démocratique du Congo, toute activité non prévue au calendrier scolaire doit être préalablement autorisée par le ministre de tutelle. Et si et seulement si elle ne perturbe pas le nombre de jours ouvrables. De même, il est formellement interdit d'exiger aux parents d'élèves de frais supplémentaires en dehors de ce repris sur l'arrêté provincial du gouverneur de province. Sur ces faits, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, rappelle à l'église de Réveil du Congo le respect du calendrier scolaire et des instructions données pour cette année scolaire 2024. Parlons à présent du secteur de l'agriculture en République démocratique du Congo. Le ministre et inspecteur provincial de l'agriculture de toute la RDC séjourne actuellement à Kinshasa pour un séminaire de formation sur la production agricole à travers l'agenda de transformation agricole, un programme initié par le président de la République dans l'optique de mettre tous les acteurs au même niveau avec la nouvelle approche agriculture-business. Suivez. Le ministre de l'Agriculture, José Panda, inscrit ces séminaires dans le programme de relance de principales filières agricoles afin notamment d'améliorer l'état nutritionnel de populations congolaises menacées par l'insécurité alimentaire, d'améliorer les revenus de ménages agricoles en mettant à leur disposition des semences de qualité ainsi que d'autres intrants agricoles susceptibles d'augmenter le rendement de leur exploitation agricole et
de réduire les importations des produits vivriers de base par lesquels le gouvernement dépense plus de 3 milliards de dollars. Pour le patron de l'agriculture en République démocratique du Congo, ce séminaire est un renforcement des capacités de ministres et inspecteurs provinciaux de l'agriculture au travers de modules appropriés devant soutenir son approche pour la transformation agricole en vue de la diversification de l'économie et de la création des conditions d'une croissance inclusive comprenant la redynamisation de l'agriculture vivrière, industrielle et pérenne et la promotion du paysan et par la constitution coopérative agricole. Le dit séminaire permettra aux ministres et inspecteurs provinciaux d'acquérir une formation solide qui permettra à notre gouvernement de réaliser l'une de ses missions régaliennes qui consiste à assurer une gestion efficiente et de potentialités agricoles afin de les transformer en richesse, ce qui contribuera à l'augmentation du budget national et au développement durable de la population congolaise, a déclaré José Mpanda lors de l'ouverture de ce séminaire. Et la classe politique congolaise salue le prouesse et l'attachement patriotique de ces fils et filles du pays appelés Wazalendo qui ne cessent de multiplier leurs efforts aux côtés des forces régulières de la RDC en vue de retrouver la paix et pacifier cette partie du pays. Suivez. Mais moi, je pense qu'à un moment donné de la vie ou de l'histoire politique de notre pays, il faut encourager ce qui est positif. J'attends déjà des gens à avoir un avis contraire sur cette prouesse des peuples congolais, et alors que c'est quelque chose à encourager. Les Wazalendo ont fait un joli travail qu'il faut encourager. Parce que vous savez, lorsqu'il s'agit du pays, l'effort ou l'apport de tout le monde est important. Donc l'armée ensemble avec les Wazalendo ont travaillé de telle sorte que les pays puissent récupérer une partie qui a été déjà entre les mains de l'ennemi, et que si aujourd'hui les pays a récupéré cette partie de la République, je pense que c'est quelque chose de très très important et à encourager. Et je pense, si nous pouvons encore trouver d'autres Congolais comme ça, qui pouvaient jouer un tel rôle, ce serait important pour le pays. Parce qu'en tout état de choses, c'est les pays qui gagnent. Que ce soit les Wazalendo, que ce soit l'armée congolaise, c'est les pays qui gagnent. Et il faut encourager ce genre de courage. Rendons-nous cette fois-ci en international pour parler de poursuite des hostilités entre l'Israël et la Palestine. En raison de cette crise sécuritaire, les autorités de Riyad ont suspendu les discussions avec l'Israël, principalement dans le domaine militaire, le renforcement des liens d'amitié entre les États en vue de trouver le site des sorties et d'éviter un théâtre de massacre. Suivez ces reportages de nos confrères de la presse internationale. Oui, depuis plusieurs heures, on entend des tirs d'artillerie lourde. On a aussi vu des mouvements de blindés dans la journée et puis dans la soirée. C'est certain que, là vous pouvez peut-être l'entendre en ce moment même, c'est sûr que l'armée israélienne bouge. En tout cas, est-ce qu'on parle d'heures, est-ce qu'on parle de jours? On ne sait pas encore très précisément. Il avait été indiqué qu'une annonce serait faite ce soir aux journalistes internationaux. Finalement, ce n'a toujours pas été le cas. On ne sait pas exactement si cela va arriver très très rapidement ou est-ce que ça va potentiellement durer plusieurs jours. Aujourd'hui, je me suis rendue dans le kibboutz de Kfar Aza qui avait été lourdement attaqué. Il y avait plus d'une centaine de victimes dans ce kibboutz. Les soldats avec qui j'ai pu m'entretenir m'ont dit qu'ils attendent impatiemment cette invasion terrestre, qu'ils ont besoin, envie de passer à l'action pour certains m'ont parlé de vengeance, pour se venger après ces massacres qu'on a vus dans les kibbutz du sud d'Israël. Et puis dans un même temps, eh bien, la population du nord de la bande de Gaza continue pour certains à évacuer vers le sud. C'est ce qu'a demandé l'armée israélienne avant-hier soir aux civils de la ville de Gaza City. Notamment, on parle de 1,1 million de personnes, ça représente la moitié de la population de l'enclave palestinienne. L'armée accuse le Hamas d'empêcher ces civils de se déplacer vers le sud de la bande de Gaza, tandis que le Hamas parle de propagande. Ils disent que ces civils doivent fuir et ne pourront
jamais retourner chez eux. Et puis enfin, on a également reçu des images montrant que l'Égypte construit un mur à sa frontière avec Rafah, à sa frontière de Rafah, son poste frontière qui fait la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte. Un mur qui laisse entendre que l'Égypte n'a pas l'intention d'ouvrir sa frontière aux habitants de Gaza. Et par ailleurs, la France tombe dans une alerte maximale d'un attentat. Sachez que 7000 soldats de la porte Sentinelle déployés sur les territoires pour assurer le renforcement des dispositifs sécuritaires pour maintenir et assurer la sécurité de la population. Faire la lumière sur le dossier. Suivez. La France se réveille ce samedi en alerte attentat. Le niveau de vigilance a été relevé au lendemain du meurtre d'un professeur de français de 57 ans devant un collège-lycée d'Arras, poignardé à mort par un jeune homme fiché pour radicalisation. 7000 soldats de la force Sentinelle vont être déployés sur le territoire selon l'Elysée, alors que le contexte au Proche-Orient fait craindre aux autorités de nouvelles attaques. On est justement le pays où il y a l'un des risques les plus importants. L'un des risques plus importants. On le sait bien, le terrorisme islamique dans notre pays a déjà frappé et il continuera justement à frapper si on ne prend pas les mesures qu'il faut. Cette attaque à Arras intervient alors que sera commémoré lundi l'assassinat de Samuel Paty, enseignant d'histoire-géographie décapité le 16 octobre 2020 pour avoir montré des caricatures de Mahomet lors de cours sur la liberté d'expression. Enfin, les valeurs nutritives, parlons-en. Que savez-vous donc du bienfait de l'ananas? Ruth Mboua nous donne les détails. L'ananas est connu principalement pour son fruit comestible, qui est en réalité un fruit composé. Il se cuisine aussi bien dans les desserts que dans le plat sucré-salé. Riche en vitamines et minéraux, il apporte une multitude de bienfaits pour la santé. L'ananas est hydratant, rafraîchissant de sa très grande richesse en eau. Il est anti-inflammatoire et analgésique. Il a un bon pouvoir antioxydant. Ils peuvent contribuer à prévenir l'apparition de plusieurs maladies, entre autres le cancer, les maladies cardiovasculaires et diverses maladies chroniques, en neutralisant le radicaux libre du corps. Il est une source de manganèse et de cuivre. Il est riche en vitamines B1, B6, C, vitamine A, les folades, les fer, les sodium, les calcium, les potassium. Il favorise la circulation sanguine et diminue le risque de maladies cardiovasculaires. L'ananas a une action bénéfique sur la digestion de protéines et non de graisses, contrairement aux idées reçues grâce à la broméline qu'il contient. Merci infiniment à la confiance renouvelée. Bonne suite des programmes sur nos antennes et excellent week-end chez vous. Au revoir.